Un peu d'ambulance, ne nie pas. Merci en tout cas, Bérangère, pour cette présentation et puis surtout toutes mes excuses pour notre retard, mais c'était un peu compliqué. Voilà, je suis vraiment très heureux de participer à cette réunion. Le thème est très beau mais complexe, effectivement. Merci à Anat Golan de son tonus de vie. Vous m'entendez, Anat? Je vous félicite de votre tonus de vie. Et de la confiance qu'elle me témoigne par cette nouvelle invitation donc à cette journée de la Pâque, où j'ai le plaisir de retrouver, donc, vous avez compris, Bérangère Rousseau-Fayet et Adèle Assous, avec lesquels j'ai longtemps travaillé donc, à l'hôpital Necker. Adèle aussi, encore aujourd'hui, fortement impliquée comme enseignée, mon complice et ami de longue date dans l'Institut contemporain de l'enfance. Et effectivement, c'est ce thème de la bisexualité nous invite à penser psychologie et psychopathologie, qui sont les deux axes forts de l'Institut contemporain de l'enfance et aussi de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, dont j'ai la responsabilité. Peut-être qu'il faut que je gagne un petit peu de temps non, sur la demi-heure pour rattraper le retard, non? Ça va aller? Voilà, alors, mon sujet, c'est le masculin et le féminin au regard de la bisexualité des enveloppes. Et du point de vue bibliographie, je le donnerai à Anat, mais je me suis surtout servi des deux livres, un livre dans lequel Didier Huzel a envisagé le concept d'enveloppe psychique. C'était un livre déjà assez ancien, mais les enveloppes psychiques, qui était coordonné par Didier Angieux, un livre collectif en 87. Plus récemment, en 2010, Didier Huzel a écrit un livre entièrement lui-même sur le concept d'enveloppe psychique. Et puis avec Sylvain, dans un livre qui est paru en 2023 aux éditions Unipresse sous la direction de Denis Mélier, on avait écrit un article sur les enveloppes et la technique du lien, mais le livre s'appelle Clinique des enveloppes psychiques, du traumatisme à la transformation. Donc vous aurez peut-être des références à diffuser. Voilà, alors, j'avais prévu de vous rappeler, c'est là-dessus génial. J'avais prévu de vous rappeler d'abord que quand le bébé arrive au monde, tous les bébés ont tout de suite des chantiers de développement à affronter, auxquels faire face. J'en vois quatre, j'appelle ça des chantiers fondamentaux du développement. On pourrait peut-être dire système motivationnel ou même système pulsionnel, selon quoi on se réfère. En tout cas, les quatre grands chantiers qui doivent être par lui, c'est l'autoconservation. Au moment de la naissance, bien sûr, l'embryon, le fœtus sont déjà vivants, mais au moment de la naissance, il y a un certain nombre de fonctions vitales qui doivent se mettre en place pour que le bébé vive, c'est-à-dire la respiration aérienne, la régulation de la température, la soif, la faim, les fonctions d'expression, tout ce qui n'est pas encore en jeu véritablement pendant la grossesse. Bon. Évidemment, j'en parle à premier parce que si ça ne se met pas en place là, la suite est plus que compromise. Mais après, il y a le chantier d'attachement. Il y a l'ensemble des mécanismes et des processus qui vont permettre au bébé de réguler au mieux la juste distance spatiale avec l'adulte. Il doit d'abord être très présent, il doit être très accessible, il ne pourra s'absenter que quand le bébé aura acquis de façon de se le représenter psychiquement. Ensuite, l'intersubjectivité, qui est l'ensemble des mécanismes et des processus qui permettent aux bébés et aux adultes qui s'en occupent de régler au mieux la juste distance psychique, savoir ressentir pour le bébé que lui et l'autre, ça fait deux, qu'entre lui et l'autre, il y a un écart, l'écart intersubjectif, la différenciation intrapsychique pour aller vite. Et le dernier chantier, c'est pas le moindre d'ailleurs, c'est la question du plaisir et du déplaisir. La psychanalyse en a beaucoup parlé, mais les sciences cognitives aussi. Le bébé doit très vite apprendre à rechercher les situations de satisfaction, à essayer d'éviter dans la mesure de ses moyens les situations de déplaisir. Et puis surtout, il doit aussi, avec le temps, apprendre à tenir compte du plaisir et du déplaisir dans la tête de l'autre, ce qui est une grosse affaire. C'est lié à la différenciation. Dans cette question du plaisir et du déplaisir, il y a aussi la notion de l'attente. Savoir attendre, on vous a fait attendre. Il paraît que ça augmente le plaisir. Enfin, c'est rien.
En tout cas, savoir attendre, parfois il faut toute la vie pour pas y arriver. On dit aux enfants, mais attends, c'est pas une question seulement de raison. Le plaisir simplement, réjouis-toi, ça te fera encore plus plaisir que si tu as tout de suite. Bon. Voilà, donc autoconservation, attachement, intersubjectivité, plaisir des plaisirs, 4 chantiers différents, mais évidemment interdépendants, parce que si l'autoconservation ne se met pas en route, les meurt et l'histoire s'arrête. Mais on sait aujourd'hui que l'attachement sécure favorise l'accès à l'intersubjectivité. Et enfin, comme je viens de le dire, pour tenir compte du plaisir et du déplaisir dans la tête de l'autre, encore faut-il avoir repéré que l'autre est un autre. Voilà, alors mais ce qui m'intéresse plus par rapport à mon intervention, c'est, au-delà de ces 4 chantiers, c'est 3 dynamiques développementales successives. Il faut que se mettent en place les enveloppes, c'est là-dessus que je vais insister ce matin. Il faut ensuite que se mettent en place les liens primitifs, et ensuite que se mettent en place les relations. Et chaque étape conditionne la suivante. Je distingue, vous voyez, liens et relations. Après, quand on parle vite, on peut prendre les mots qu'on veut, mais dans la tête, c'est intéressant de faire une distinction entre les liens primitifs qui se jouent plutôt à 2, alors que les relations se jouent plutôt à 3, avec un tiers, qu'il soit réel, imaginaire ou symbolique. Mais ce qui est très important, c'est de bien comprendre que la mise en place des enveloppes est nécessaire pour que puissent ensuite se développer les liens primitifs et que l'enfant puisse se dégager de la symbiose initiale. Et il faut que les liens primitifs à 2 se mettent à peu près en place correctement pour que le tiers et la séparation puissent se jouer. Vous voyez, pour la différenciation, pour les liens primitifs, bien sûr qu'il y a déjà un tiers, mais c'est un tiers reliant. L'enfant et l'adulte vont apprendre à se distancier, à se lâcher sans s'arracher, à ne pas se perdre. Et il faut bien sûr qu'il y ait un tiers, c'est le lien primitif, mais ce qui est un tiers reliant. Alors que dans la séparation, à 3, le tiers devient un tiers séparateur, ce qui est l'affaire plutôt oedipienne et post-oedipienne. Enveloppe, lien, relation, et ces 3 niveaux ne se remplacent pas successivement, ils se stratifient, ils s'ajoutent plutôt les uns aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que toute la vie, ces 3 niveaux vont être opérants, et que dans un deuil, par exemple, bien sûr on perd un objet, et ça peut être très douloureux, mais peut-être que même dans un deuil névrotique normal, ce qui est le plus douloureux, c'est que la perte d'objet réactive la question des liens, et même réactive la question des enveloppes. Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, on voit bien qu'un deuil peut réactiver les angoisses d'arrachage et éventuellement troubler les enveloppes et qu'on se sente perdu, décompensé par le deuil. Voilà, ce qui est le plus douloureux dans un deuil, même normal, donc c'est les niveaux sous-jacents, des enveloppes et des liens primitifs. Voilà, alors, j'en viens donc au concept d'enveloppe. La mise en place donc, des enveloppes a été magistralement décrite par Esterbik, celle qui a inventé l'observation directe des bébés. Et alors c'est intéressant d'ailleurs parce que elle a été une des premières à insister sur le rôle de la peau dans les toutes premières relations d'objets du bébé. Et c'est intéressant parce que pour cet article-là, comme quoi il y a toujours un rapport entre la forme et le fond, elle l'a publié dans le livre d'un autre, c'est-à-dire dans le livre de Donald Melver sur l'exploration dans le monde de l'autisme. Il y a quelques pages, 3 pages, qui sont la première édition de cet article d'Esterbik, que pour parler des enveloppes, elle a été se chercher des enveloppes particulières, le livre d'un autre. C'est assez intéressant. On a ça aussi pour Freud, à propos du roman familial, d'ailleurs, qui a été mettre dans le livre de Rank sur le traumatisme, sur la naissance du héros. Rapport entre la forme et le fond. Voilà, alors qu'est-ce que nous dit Esterbik dans cet article, très court, mais vraiment décisif? C'est qu'il y a 3 étapes dans son raisonnement, je les résume. Elle nous rappelle que pour qu'un bébé, quand il naît, il arrive avec sa peau, évidemment. Sa peau qui neurologiquement est fonctionnelle, dès la naissance, le totem de la grossesse, le
bien sûr, dès la grossesse, le tact se met en place. C'est la première sensorialité qui se met en place pendant la grossesse. Donc, il ne faut pas que j'oublie de dire ça compte tenu de mon voisin. Et donc, à la naissance, le bébé arrive avec sa peau, et sa peau, elle est déjà capable, bien sûr, de ressentir le froid, le chaud, la douleur, la piqûre. Mais ce n'est pas pour autant que le bébé va ressentir psychologiquement sa peau comme suffisamment contenante et limitante. C'est les deux grands termes du propos d'Estervik et que je reprends aujourd'hui. Ce qu'elle dit, c'est que pour que le bébé puisse ressentir un jour sa peau comme suffisamment contenante et limitante, donc, il faut d'abord qu'il soit pris dans des interactions elles-mêmes, avec un adulte, elles-mêmes suffisamment contenantes et limitantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les interactions suffisamment contenantes? C'est facile à imaginer. Pensons simplement au holding de Winnicott. To hold, contenir. Le holding peut être gestuel, bien entendu, mais il peut être visuel. Il y a des regards qui nous enveloppent plus que d'autres. Il peut être vocal. Il y a des voix qui nous enveloppent plus que d'autres. Il peut être psychique. La manière dont on pense l'autre le contient plus ou moins. Juste un petit mot sur la contenance visuelle et vocale. Les grands pionniers de la psychiatrie du bébé, vous le savez, ont été souvent des hommes, excusez-moi. Il y en a pas beaucoup dans la salle. Dans l'histoire, il y en a. Et des hommes souvent en position de grand-père. Parce que sans doute on voit mieux certaines choses en position de grands-parents, en position de parents. Les enjeux narcissiques ne sont pas les mêmes. Et vous avez donc Lemovici, Saint-Génovici, qui s'est intéressé au bébé et ô combien, mais surtout dans la dernière partie de sa vie, Brazelton, qui avait également un holding vocal très particulier, une voix qui enveloppait véritablement les bébés, Stern, Michel Soulet, bien sûr il y a des femmes, je ne vais pas parler d'autres, mais je veux dire, le holding vocal, le holding gestuel est très important, et psychique, évidemment, est très important. Voilà, en première étape, il faut que le bébé soit pris dans des interactions suffisamment contenantes, mais limitantes aussi. La limite, c'est ce qui va permettre au bébé d'intégrer la notion de dehors et de dedans, de frontières entre le soi et le non-soi, le self et le non-self. D'ailleurs, rien que dans le geste, quand on tient un bébé dans le portage d'un bébé, il y a à la fois du holding gestuel, on le contient, le bébé plus ou moins sécure dans nos bras, et puis le bras lui-même marque la limite entre le dehors et le couple adulte-bébé. Voilà, alors si le bébé est pris dans des interactions suffisamment contenantes et limitantes, alors il va pouvoir intégrer ces composantes contenantes et limitantes, et se sentir bien dans sa peau. On a de la chance en français, parce que se sentir bien dans sa peau, c'est à la fois se sentir bien contenu dans sa peau, et en français, moi je fais confiance aux mots, en français, il y a en médecine par exemple, on parle du sac cutané. C'est une expression qui existe, le sac cutané, ça évoque aussi le fait que la peau contient un petit peu tout ce qu'il y a, l'ensemble de nos organes. Si on enlève la peau, on ne le sait pas, si on enlève la peau, tout ne va pas se défaire, mais il y a l'idée quand même que la peau donne une contenance, une consistance, une cohésion à l'ensemble des organes de notre corps. Et la limite, pour parler de la limite, il y a une autre expression, on parle de revêtement cutané. Ce ne pas des mots que j'invente, on les emploie peut-être pas très souvent, mais ça existe. Le sac cutané, le revêtement cutané. Le sac cutané renvoie à la contenance, le revêtement cutané renvoie à la limite. Et se sentir bien dans sa peau, c'est la limite de notre peau qui s'interrompt au niveau de nos orifices corporels, les yeux, le nez, la bouche, les orifices sexuels, etc. Bon. Et se sentir bien dans sa peau, c'est se sentir dans une peau qui est suffisamment contenante et suffisamment limitante. Et si tout se passe bien, troisième étape et dernière du raisonnement d'Estervik, alors on va pouvoir se construire sur ce modèle-là les enveloppes psychiques, là ça devient plus métaphorique évidemment, mais des enveloppes qui soient suffisamment contenantes, qui nous permettent de ne pas être dans des projections permanentes, c'est-à-dire que nos productions psychiques sont quand même contenues, retenues à l'intérieur de nous, on n'est pas tout le temps en train de projeter. Il n'y a pas besoin d'être psychotique pour faire des projections, mais quand on est neurotique ou normal, nos projections doivent quand même être un petit peu pas trop importantes.
Et suffisamment limitante, c'est-à-dire ce qui nous permet, des enveloppes psychiques, de faire la différence entre ce qui nous appartient psychiquement et ce qui appartient à l'autre. Voilà, donc c'est les trois étapes de Sterling. J'aurais dû être pris dans des interactions avec les adultes, avec les caregivers suffisamment contenantes et limitantes, intérioriser ces deux composantes de contenance et de limite, et ensuite, sur ce modèle-là, construire nos enveloppes psychiques, bon, qui sont, vous voyez, d'abord plutôt cutanées et corporelles, et qui ensuite vont être diadiques et triadiques. La diade ou la triade contient et différencie, et puis qui ensuite vont être groupales, et ensuite psychiques, véritablement. Voilà, alors les travaux pionniers d'Esterbic ont été poursuivis en France par ceux de Anzieux, je vous en ai parlé tout à l'heure, de Geneviève Hague, de Didier Houzel. Vous voyez, retenons cette séquence développementale, enveloppe cutanée, puis corporelle, puis diadique, puis triadique, puis groupale et psychique. Voilà. Quand les enveloppes ne se mettent pas bien en place, eh bien, c'est le cas par exemple dans l'autisme. Il y a d'autres situations où ça peut être le cas aussi, dans les situations de grande carence, par exemple. Dans les situations où les enveloppes psychiques ne se mettent pas bien en place, alors il y a des angoisses très archaïques. Je ne sais même pas si on peut employer le mot d'angoisse là pour ça, parce que l'angoisse n'est jamais quelque chose d'assez mentalisé. Là, c'est plutôt des vécus corporels qui sont terribles. Alors, une fois qu'on est adulte, mais dans un normal, et qu'on a construit nos enveloppes, on cherche des mots pour essayer de retrouver tout ça, et c'est des mots qui trahissent toujours, traduction, trahison. Certains ont parlé d'angoisse de chute sans fin, de chute sans fond, de vidange, de vidage, de liquéfaction, d'agonie primitive, d'angoisse catastrophique. Bon, tout le monde cherche des mots pour essayer de se comprendre. Ces angoisses-là, on les a tous vécues à des moments ou à d'autres, on les a oubliées, bien sûr, c'est recouvert. On les revit peut-être à certains moments à l'endormissement. Je pense que tout le monde a pu vivre des petits moments où on se sent tomber, ça dure un millième de seconde, on se rétablit en se redressant, comme ça, quand on raconte. Les enfants autistes vivent peut-être des choses comme ça de manière beaucoup plus durable. Il ne faut pas oublier que les enfants autistes souffrent, c'est pas notre sujet. Ils ne souffrent peut-être pas toute la journée, mais ils souffrent quand même beaucoup. Voilà, et donc le ratage des enveloppes est vraiment une difficulté qui se vit en termes très sensoriels, corporels. Certains enfants autistes, par exemple, qui va beaucoup après tout pendant des séances, vont passer des séances de leur temps à boucher le ray de la porte avec des petits bouts, des petits objets, des bouts de papier mâché, comme s'ils avaient l'impression que s'il y avait moins d'interstices quelque part, même les comment on appelle ça, entre les lattes de plancher, entre les lattes de plancher, comme si le moindre interstice pouvait leur faire revivre un sentiment de vidage, vidange, liquéfaction, etc. Voilà. Mais, encore une fois, il faut que les enveloppes se mettent bien en place pour que les liens puissent se mettre bien en place et les relations. L'exemple qui est le plus frappant, mais je n'ai pas le temps de le détailler, c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui rate ses enveloppes et qui donc rate ses liens et rate ses relations. Alors, tout ça, c'était assez bien connu, j'imagine, et assez facile à exprimer rapidement. Le cadre, bien sûr, va être aussi peut être pensé, le cadre de nos dispositifs thérapeutiques peut être pensé en termes d'enveloppe, et même, je dirais, par rapport à Didier Anzieux, en termes de double enveloppe. Toutes les enveloppes sont doubles, ça c'est le WAPO, les enveloppes sont doubles, il y a toujours un feuillet de protection externe qui protège de l'extérieur, limite et contenance, et le feuillet interne est un feuillet où vont s'inscrire et se vivre les significations. L'enveloppe de signification, l'enveloppe de protection externe, l'enveloppe de signification interne. Dans le WAPO, d'ailleurs, il fait des comparaisons, même biologiques. Les cellules des membranes sont également doubles, avec un petit peu cette distinction entre la protection par rapport au dehors et l'inscription des phénomènes métaboliques sur le feuillet interne. Voilà, alors tout ça c'était relativement facile. Maintenant j'en arrive à quelque chose de plus vite polémique. C'est-à-dire la question de la bisexualité. La question de la bisexualité psychique par rapport aux enveloppes. Bon, alors,
Bérengère a déjà rappelé des éléments biographiques historiques importants. Tout le monde a en tête évidemment le banquet de Platon, l'être androgyne, qui d'abord aurait été et femme et homme, mais qui aurait été divisé en deux. C'est intéressant parce que la sexualité vient de sécarer, le verbe latin qui veut dire couper en deux, et nous passerions notre vie en tant qu'homme ou en tant que femme à essayer de retrouver notre complément. C'est la théorie de Platon dans le banquet. Ça, c'est très important, mais ça date déjà un petit peu. En fait, derrière la notion de bisexualité psychique, et Bérengère l'a évoqué à propos de Jung, il y a deux grandes versions de la bisexualité psychique. Est-ce que c'est le même sexe pour tout le monde, ou est-ce que c'est deux sexes pour chacun? C'est déjà pas tout à fait pareil. Le même sexe pour tout le monde, ou deux sexes pour chacun. C'est comme ça que je m'en tirais sans trop de polémique aujourd'hui. Voilà. Alors, pour rattacher le raisonnement maintenant à ce que je viens de vous redire d'Esther Big et des enveloppes, vous voyez, je n'ai pas encore prononcé le nom, mais dans l'idée, il y a le fait que les composantes de contenance dans le stéréotype symbolique habituel renverraient plus au féminin, c'est à discuter la proposition, et tandis que la composante de limite renverrait plus au masculin, je ne dis pas au paternel, ni au maternel, je dis au masculin et au féminin dans nos stéréotypes habituels. Bon, alors vous voyez bien que déjà, tout de suite, saute aux yeux le fait que la contenance n'est pas réservée aux femmes, et que la limite n'est pas réservée aux hommes, et que bien entendu, dans nos interactions avec les bébés, nous avons en permanence un mixte de masculin et de féminin. Même un homme qui a un bébé dans ses bras, il lui apporte peut-être la limite par rapport au dehors avec son bras, mais il lui apporte aussi du portage et une composante de contenance. Et même une femme qui s'occupe d'un bébé, elle lui apporte la contenance, mais elle lui apporte aussi une limite, un cadre sans lequel le bébé ne pourrait pas se développer. Mais contenance, pourquoi est-ce que contenance renvoie plutôt au féminin? Alors, dans nos stéréotypes, encore une fois symbolique habituelle, probablement parce que l'utérus est un sac. Là, j'y peux rien, personne non plus. Mais évidemment, ça ne suffit pas du tout. Et probablement, il vaut mieux d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai prononcé le terme de sac cutané. Peut-être que quand on pense contenance, peut-être qu'il ne faut même pas le rapporter au féminin, mais à l'idée d'une contenance cutanée de l'enveloppe. L'enveloppe apporte contenance et limite. Donc encore aujourd'hui, la question est un petit peu référée au masculin-féminin de la manière dont je viens de le dire. Alors là, c'est important de rappeler que, sans doute ce sera abordé par d'autres dans la journée, il faut faire quand même une différence entre trois niveaux, qui est le sexuel et le genre. Je peux le faire maintenant, Bérengère ? Ça clarifie un petit peu les idées et ça va vous montrer que ce que je vais essayer de montrer, c'est que c'est vraiment cette double composante de constance et limite des enveloppes qui peut faire penser à la bisexualité psychique, mais que la contenance ne dépend pas simplement, ne peut pas être lue simplement en référence à l'utérus, et la limite ne peut pas être pensée simplement en référence à la loi masculine. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors le sexué, c'est simplement le niveau génétique des choses. C'est-à-dire, les femmes sont 46XX, les hommes sont 46XY, c'est un peu basique, c'est intéressant et pas très intéressant à la fois. Mais vous voyez, ça, pour moi, ça renvoie un petit peu au registre de l'être, c'est-à-dire notre équipement sensoriel, perceptif. Un petit garçon, quand il arrive sur Terre, il vit des choses dans son corps de petit garçon, sans avoir la moindre idée que d'autres enfants vivent autre chose, parce que ce sont des petits filles. Chacun vit son être génétique, son être sensoriel, son éprouvé perceptif. On est du côté de l'être. Le genre, à l'autre bout, est complètement du côté de l'existence, parce que ça passe par le regard que l'autre va porter sur nous, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille. Dans une société donnée, ceux qui sont porteurs du pénis vont ou non avoir le phallus, comme vous savez, je vous le dis. Le genre, c'est la place que chaque société donnée, à un moment donné de son histoire, accorde à ceux qui sont pourvus à pénis et à ceux qui ne le sont pas.
Beaucoup de sociétés sont évidemment phallocratiques parce que avoir un pénis donne le pouvoir, donne le phallus, mais c'est pas que. Voilà, donc le genre, pour moi, autant le sexué est du côté de l'être, autant le genre est du côté de l'existant, parce que ça passe par le regard que l'objet va porter, poser sur nous. Et entre les deux, vous voyez, sexué, sexuel, genre, je mets le sexuel, c'est-à-dire le type d'orientation, le choix d'objet sexuel que chacun va faire, en fonction de ce qu'il est, il y a un petit peu d'être, en fonction de la société dans laquelle il vit, il y a beaucoup d'existence. Le choix d'objet, d'ailleurs, le mot choix est un peu discutable parce que c'est plutôt quelque chose qui s'impose à nous. D'être hétérosexuel, bisexuel ou homosexuel, c'est pas vraiment un choix au sens simple du terme. Les adolescents peuvent faire volontairement des choix d'expérience, mais après, on devient ce qu'on est. On devient ce qu'on est, et ce que la société aussi nous impulse. Voilà, donc le choix d'objet sexuel, il est quelque part entre l'être et l'existence. C'est ce qui, en nous, va nous permettre de choisir un objet sexuel qui nous correspond, qui nous plaît et qui nous attire. Voilà, donc de ce point de vue-là, peut-être ça va revenir de la discussion, est-ce que la contenance et la limite des enveloppes ont leur mot à dire dans cette organisation du genre? Probablement oui, et probablement très tôt. Bien avant de savoir si les petits garçons vont jouer aux petites voitures et aux soldats, et si les petites filles vont jouer aux poupées. C'est un peu là-dessus que je vais terminer. C'est beaucoup plus tôt que ça. Et c'est parce que ça passe justement par la contenance et la limite des interactions avec le père, la mère ou les professionnels. Il y a une petite expérience qu'on avait faite à mes pères. On n'a pas publié parce qu'elle n'avait pas été faite selon les règles absolues. Il faut un jour peut-être y penser. On avait été en maternité, demander de faire des photos de bébés le premier jour de leur naissance, ou le lendemain s'il était né à nuit, au jour 0 ou à J1. En demandant aux parents, d'accord, bien sûr, et que le bébé soit habillé en blanc. Enfin, en tout cas pas en bleu, pas en rose. Vert, jaune, blanc. Et on a pris les photos du bébé dans son berceau sur le dos. Et on a montré ces photos à une trentaine de personnes en leur demandant est-ce que vous pensez que c'est un petit garçon ou une petite fille? 30% d'erreur, ce qui est tout à fait normal, c'est très difficile. En blanc, sans un mot, rien. Mais le même bébé, le même jour, toujours habillé en blanc, et si on demande aux parents de ne pas parler, parce que sinon ça donnerait des indications, simplement de le prendre dans leurs bras, est-ce que c'est un petit garçon ou une petite fille? Moins de 5% d'erreur. C'est-à-dire que dès le premier jour, dans la façon de porter un bébé, c'est-à-dire dans la façon, à mon avis, dont s'articule la contenance et la limite, aussi bien chez la mère que chez le père, il y a des signaux qui sont envoyés au bébé très tôt sur le genre qui va lui être assigné par son entourage. Donc vous voyez ce que je veux dire, je m'arrête là-dessus, c'est que la bisexualité des enveloppes, c'est pas simplement de dire contenance et limite, parce que contenance c'est le saint-terrain et limite c'est le pénis, ça ne marche pas. Mais c'est la manière dont chacun d'entre nous, qui nous occupons du bébé, on a dans notre tête une représentation de la contenance, une représentation de la limite en fonction de notre genre. Et dernier mot, à la fin de tout ça, il faut être extrêmement modeste. Et c'est pas, bien sûr, la réflexion aujourd'hui est lancée intensément, c'est très intéressant, et il faut rester très modeste, parce que d'un point de vue quantitatif, dire qu'il y a du masculin et du féminin chez tout le monde, ça frise la banalité, en quelque sorte. Mais est-ce que qualitativement, le masculin des hommes et le masculin des femmes est le même? Je ne sais pas. Est-ce que le masculin de l'homme et le masculin de la femme est le même? Est-ce que le féminin de l'homme et le féminin de la femme est le même? Il faudrait vraiment, c'est le bébé qui le sait. C'est le bébé qui le sent. Et le bébé le sent aussi en fonction du regard qu'on porte sur lui. Alors on est dans une boucle interactive extrêmement délicate et subtile, et qui fait que la bisexualité psychique demeure un problème, une thématique extrêmement complexe. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie beaucoup.